Donc, bien, bonjour à toutes et tous, professeurs principaux que vous êtes. Bienvenue à ce webinaire. Je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Catherine Roulac et je suis la directrice pédagogique de l'IRTS Île-de-France, qui comporte à ce jour 2 sites, bientôt 3, mais à ce jour le site de Montrouge et le site de Neuilly-sur-Marne. Donc une grande école par sa taille, mais aussi, je pense, par les propositions pédagogiques que mes collègues, qui prendront la parole après moi, mettent en place. Donc, 2-3 mots quand même sur ce qu'est l'IRTS. Institut régional en travail social. Donc nous formons les étudiants de ce qu'on appelle dans la nomenclature européenne, et je vais m'en expliquer, nous formons les étudiants du niveau 3 au niveau 7, c'est-à-dire des formations infra-bac, jusqu'à des directeurs d'établissement de ce qu'on appelle un CAFDES, qui est un diplôme en travail social pour être directeur d'établissement. Donc, on peut commencer une carrière dans le social sans avoir le bac par le biais de formations comme AES, accompagnement éducatif, en ayant effectivement un BEP, voire pas de diplôme. On peut aussi, si on n'a pas le bac et avoir le niveau bac, entreprendre une formation qui dure 2 ans, pardonnez-moi, et qui est la formation de moniteur éducateur, qui, lorsque vous en obtenez le diplôme, vous permet d'avoir, alors toujours dans ces nomenclatures, un niveau 4, c'est-à-dire l'équivalent du niveau du bac, qui permet ensuite de poursuivre sur des diplômes de niveau 6. Les diplômes de niveau 6, ce sont les diplômes que sans doute vous connaissez peut-être le mieux, le diplôme d'éducateur, diplôme d'état d'éducateur spécialisé, diplôme d'état d'assistant de service social, diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants. Et lorsqu'on est titulaire d'un BTS, ça c'est un petit peu autre chose, diplôme d'état, conseillère en économie sociale et familiale. Voilà, donc nous offrons beaucoup de formations, comme je vous le disais, avec ou sans le bac, avec la possibilité, dès lors qu'on obtient un premier diplôme, de continuer, si on le souhaite, à monter dans l'échelle du travail social. Nous avons une particularité pédagogique, j'ai même envie de dire 2 particularités pédagogiques concernant les formations dites de niveau 6, donc post-bac. Vous y accédez par le biais de Parcoursup. Lorsque vous êtes titulaire, enfin vous devez vous inscrire avant que vous ne soyez titulaire, vos étudiants doivent s'inscrire, vos élèves, doivent s'inscrire là, bientôt, sur Parcoursup avant d'être titulaire du baccalauréat, puisque les inscriptions sur Parcoursup vont démarrer, me semble-t-il, courant janvier. Mais le bac, l'obtention du baccalauréat est nécessaire pour entreprendre une formation dite de niveau 6, donc éducateur spécialisé, assistant de service social ou encore éducateur de jeunes enfants. La particularité et ce que nous offrons à nos étudiants, c'est que même s'ils choisissent un métier bien précis, ceux que je viens de citer, donc je me répète, pardonnez-moi, mais éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants ou encore assistant de service social, même si vous choisissez la spécificité d'un de ces 3 métiers, les étudiants, enfin quand je dis vous choisissez, quand vous aiguillerez vos élèves bien évidemment, s'ils choisissent l'un de ces 3 métiers, certes, ils suivront bien évidemment des cours très spécialisés dans le métier choisi. Pour autant, certains cours académiques comme le droit, l'introduction à la philo, l'introduction à la sociologie, sciences de l'éducation, ce qu'on appelle les disciplines, ou encore les enseignements dits académiques, eh bien, seront communs à ces 3 métiers. C'est ce que nous appelons, nous,
à l'IRTS la transversalité. C'est-à-dire que, comme un certain nombre d'enseignements est commun aux 3 métiers choisis par vos élèves, eh bien, nous avons fait le choix de, aussi bien dans les TD que dans les cours magistraux, de les mélanger, pardonnez-moi du terme, de manière à ce que des échanges entre les métiers, entre les étudiants qui ont fait le choix de tel ou tel métier, puissent échanger ensemble et se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle un socle commun. Ça, c'est depuis la réforme de 2018. Le socle commun veut dire que, malgré la spécificité du métier choisi, il y a des enseignements communs pour être travailleur social. Donc, notre première spécificité, particularité, c'est celle-là. Certains enseignements se vivent en commun, qu'on soit éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants ou encore assistant de service social. Pour autant, nous ne négligeons évidemment pas tout ce qui est spécifique au métier choisi. Donc, nous disposons, dans notre jargon toujours, d'une maquette de formation. Et dans cette maquette de formation, il est bien évidemment inscrit noir sur blanc, selon le métier choisi, des enseignements qui viennent préparer spécifiquement à ce métier choisi. Voilà, ça n'est pas complètement généraliste. Dès lors que vous avez choisi tel ou tel métier, vous avez les enseignements spécifiques qui s'y rapportent. Donc ça, c'est très important. L'autre point qui fait la spécificité, malgré tout encore aujourd'hui, de l'IRTS, vous savez sans doute, mesdames et messieurs les professeurs principaux, que les établissements d'enseignement supérieur dont nous faisons partie et en travail social, sont maintenant, toujours depuis cette réforme, donc de 2018, accolés à une université. C'est-à-dire que le diplôme préparé par vos élèves, nos futurs étudiants, nous l'espérons, mène à un grade licence. Cependant, l'IRTS, de par son histoire, a toujours proposé une licence et aujourd'hui encore, au-delà du grade licence, nous proposons le diplôme de licence. Le diplôme n'est pas le grade, il permet un accès un peu plus facile pour l'entrée en master et nous avons revu avec l'université Paris-Est Créteil toute une maquette de formation qui incorpore en son sein les enseignements professionnels. Nous sommes donc sur une licence sciences de l'éducation, parcours, travail social. C'est un montage particulier qui a été fait entre l'IRTS et l'université Paris-Est Créteil. Voilà ce que je peux vous dire. Il me reste peu de temps. Je vais bien évidemment laisser la parole à mes collègues qui vous en diront plus. Je vous ai fait une présentation très globale, très générale. Bien évidemment, je répondrai à vos questions. Pour autant, pour le moment, je laisse la parole à mes collègues. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Favret. Je suis coordinatrice de la filière des assistants de services sociaux sur le site de Neuilly-sur-Marne. Et mon homologue, Madame Thiret, est présente également. Voilà, Isabelle Thiret, donc responsable de la filière des assistants de services sociaux sur le IRTS, le même IRTS, mais le situé à Montrouge. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je vais rapidement vous parler de la profession d'assistant de service social et des différentes fonctions et lieux d'exercice possibles. Et puis, je laisserai ma collègue vous expliquer de manière un petit peu plus synthétique les contenus de formation. Voilà, et le rythme de la formation. Donc, le métier d'assistant de service social, donc l'ASS est un professionnel du travail social. Il exerce dans le cadre de mandats ou de missions institutionnelles. Il intervient dans une démarche éthique et déontologique pour contribuer à créer les conditions nécessaires pour que les personnes elles-mêmes puissent viser à l'amélioration de leur situation et à leur autonomisation
Voilà, l'idée, c'est que l'assistant de service social va, pour ce faire, utiliser les différentes institutions dans lesquelles il travaille, va utiliser le cadre légal et les politiques sociales en vigueur et mises à sa disposition. Donc son intervention, elle vise autant l'autonomie que l'accès aux droits, que l'orientation des personnes vers les bonnes structures et vers les structures adéquates. Dans le cadre de ces missions, l'assistant de service social est amené à prendre des décisions et des actes professionnels qui engagent sa responsabilité. Il est soumis au secret professionnel et donc l'idée c'est qu'il est amené à travailler jamais seul en fait, il est amené à travailler avec premièrement les personnes qui l'accompagnent, mais également avec tout un tissu et un secteur professionnel, comme par exemple les autres professions de travail social qui sont proposées à l'IRTS, mais aussi tout un tas de tissus partenarial sur les territoires qui l'emploient. Et pour vous dire aussi un petit peu rapidement, il a diverses fonctions, dont l'accueil, l'orientation et l'aide à l'accès aux droits. Ça, je vous l'ai dit assez rapidement. Alors, les différents lieux d'exercice peuvent être le secteur public, comme des conseils départementaux, des mairies, des ministères. Il peut à la fois être là pour les personnes, les administrés, mais également pour les professionnels qui travaillent dans les structures. Et donc, on va parler d'assistants de service social du personnel ou du travail. Il peut également travailler en milieu pénitentiaire. Il peut travailler dans les structures hospitalières, en milieu scolaire. Il peut aussi travailler en entreprise. Voilà. Donc, la liste pourrait être longue. Je vous invite à pouvoir consulter nos fiches métiers sur notre site internet. Et je laisse ma collègue vous expliquer de manière un petit peu plus synthétique le contenu de formation et le rythme de la formation. Voilà, merci. Oui, alors effectivement, comme dit ma collègue, souvent on a une vision un petit peu tronquée du métier. En fait, c'est un métier qui est très, très ouvert à différents, enfin, travailler beaucoup en partenariat, surtout depuis la réforme. Les étudiants, on travaille bien sûr, les professionnels travaillent avec les personnes, c'est surtout sur l'écoute, que les personnes puissent regagner confiance en elles pour vraiment devenir plus autonomes. Et l'intérêt, c'est qu'elle travaille aussi bien qu'un public depuis, j'ai envie de dire, avant la naissance, la femme enceinte, jusqu'à la fin de vie. Donc, toutes les problématiques de la vie que chacun peut rencontrer, comme pendant ce dont on parle beaucoup maintenant, les accidents de vie, comme par exemple une perte de travail, une perte aussi par rapport à la maladie ou par rapport à une rupture affective. Donc, les assistants de services sociaux, c'est maintenant des hommes, pas mal quand même, et donc travaille au maximum avec des partenaires. Et la formation donc est vraiment basée sur moitié de stage et moitié, c'est ça le côté, c'est vraiment du pré-professionnel. Donc il y a l'université certes, mais il y a des contenus, économie, droit, psychologie, mais en même temps la moitié du déroulement des 3 ans se fait sur les 3 ans. 3 ans de stage, moitié-moitié. On va compter 52 semaines pour les assistants de service social et pratiquement guère plus de temps pour être vraiment en cours pour pouvoir justement consolider toutes ces expériences de stage, les interroger, les questionner, puisque c'est un métier à la fois pas chercher une réponse, mais au contraire davantage aller plus loin dans l'introspective, travailler aussi bien si on est en équipe avec des médecins, des psychologues. Vraiment, on a sa part de réflexion en fonction de ses spécificités. Et on va travailler, si par exemple ma collègue parlait de l'hôpital, ça peut être aussi un retour au domicile, comment on va travailler avec des infirmiers, avec des ergothérapeutes et autres, et aussi bien des bailleurs sociaux ou autres. Donc c'est vraiment, ou quelqu'un au niveau de l'insertion, c'est vraiment un métier qui est très très vaste et très enrichissant et où on évolue beaucoup, surtout que, bon, on sait qu'il n'y a pas de chômage dans ce métier-là. Donc, c'est travaille beaucoup aussi sur l'écoute, la relation vraiment individuelle et collective. Et pendant les études, donc les étudiants sont vraiment amenés progressivement à travailler en première année sur les fondements nécessaires au métier, et ensuite un stage long de 22 semaines en deuxième année et troisième année, où là, ils vont vraiment davantage approfondir, notamment en deuxième année, le stage qui va aller de la découverte du terrain de stage jusqu'à la prise d'autonomie. Et le troisième stage, ça va être vraiment le stage qui va confirmer la prochaine profession. Et souvent, les employeurs, d'ailleurs, recrutent leurs futurs professionnels sur le stage de troisième année.
Donc les étudiants en plus sont très satisfaits de l'école puisqu'ils disent qu'ils sont très suivis, puisqu'il y a un tutorat aussi qui va les accompagner, c'est-à-dire des groupes avec les formateurs de l'équipe qui vont les accompagner en plus pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a les cours universitaires, enfin les cours magistraux, les TD, et l'interaction entre les TD, les cours et le stage. C'est ça qui va faire le maillage avec donc le tutorat qui va pouvoir consolider et aussi travailler sur l'interrogation, puisque ce sont des métiers, on travaille avec l'humain et qui travaillent vraiment sur la remise en cause par rapport à soi, par rapport à ses représentations. Donc c'est vraiment un travail très riche, qui n'est pas toujours évident, mais qui amène vraiment à une grande richesse intérieure. C'est ça vraiment l'intérêt du... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis maintenant, on laisse la parole à notre collègue qui va vous présenter la formation d'éducateur de jeunes enfants. Merci. Merci, bonjour, je suis Isabelle Levray, je suis coordinatrice de la filière des éducateurs de jeunes enfants sur le site de Neuilly-sur-Marne. J'ai une homologue qui travaille sur le site de Montrouge, puisque nous avons 2 filières, une à Montrouge et une à Neuilly-sur-Marne. Donc je vais vous présenter rapidement le métier des éducateurs de jeunes enfants. Puis ensuite la formation. Donc le métier d'éducateur de jeunes enfants, les éducateurs de jeunes enfants sont des travailleurs sociaux qui ont pour spécificité de travailler avec les enfants entre 0 et 7 ans. Leur spécificité les conduit à être des professionnels du travail social qui accompagnent les enfants dans une démarche éducative et sociale globale, c'est-à-dire qu'ils contribuent à l'épanouissement et à l'autonomie de l'enfant dans son groupe, c'est-à-dire que ça peut être en crèche, mais aussi dans son environnement, ça peut être un accompagnement à domicile. C'est des professionnels qui créent un environnement bienveillant, qui créent qui permettent qui proposent à l'enfant des espaces de découverte, des projets afin de les accompagner dans leur découverte motrice, dans les découvertes affectives, cognitives, sensorielles, langagières. Donc c'est vraiment des professionnels spécialistes du développement du petit enfant. Pour ce faire, elles doivent instaurer une relation de confiance avec les enfants, mais aussi une relation de confiance avec leur famille, puisque les enfants ne se pensent pas sans leur famille. Je dis elles puisqu'on a beaucoup de jeunes femmes, mais nous avons quand même quelques hommes qui sont dans nos formations. Les éducateurs de jeunes enfants élaborent et mettent en place des projets. Elles travaillent en partenariat avec les institutions, avec les mairies. Elles développent vraiment des projets très en lien avec l'environnement social de l'enfant. Pour ce qui est du métier, de la formation, pardon, la formation se déroule donc sur 3 ans. Les éducateurs de jeunes enfants ont 4 stages à réaliser sur leurs 3 ans, 2 stages en première année, un stage long en deuxième année et un dernier stage en troisième année. Le premier stage est un stage de découverte du métier et de confirmation du choix professionnel. C'est important parce qu'on a des étudiants qui arrivent avec une idée et des représentations du métier qui parfois correspondent pas tout à fait à ce qu'ils avaient imaginé. Donc ce premier stage est très très important. Et ensuite les autres stages sont des découvertes d'autres champs du travail social dans lequel des enfants, des petits enfants sont accueillis. Donc sur la formation, je vais pas trop revenir parce que nous avons des cours en interfilière. Donc nos étudiants sur les 3 filières sont en cours ensemble et ont vraiment une partie de leur formation en interfilière. Les éducateurs de jeunes enfants, on en trouve dans les crèches, c'est le plus connu, les crèches, les haltes-garderies, tous les lieux d'accueil du petit enfant. Mais on peut aussi, et de plus en plus, on trouve des éducateurs de jeunes enfants dans des structures du travail social comme les maisons d'enfants
à caractère social, des foyers d'accueil. On en trouve aussi dans différentes structures d'accompagnement d'enfants en difficulté, que ce soit du côté de la protection de l'enfance, mais aussi du côté du handicap, dans des structures spécifiques d'accueil d'enfants en situation de handicap. Je vais pas laisser la place à ma collègue de la formation des éducateurs spécialisés. Merci Isabelle, bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais vous parler du métier rapidement et un peu de la formation des éducateurs spécialisés. Il y aura pas mal d'éléments communs avec ce qui vient d'être dit sur les deux autres métiers. L'éducateur spécialisé est aussi un professionnel du travail social, mais il exerce dans le cadre d'un mandat et de missions institutionnelles. Donc, à ce titre, il intervient dans le cadre aussi des politiques partenariales de prévention, de protection, d'insertion. Il travaille aussi en équipe, même si nous commençons à avoir un petit peu des éducateurs spécialisés indépendants. C'est un métier qui s'exerce en équipe pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle, c'est ce mot. Et il accompagne, il travaille auprès d'enfants, d'adultes, de familles ou de collectifs, de groupes qui sont en difficulté, en situation de vulnérabilité ou en situation de handicap. Et à ce titre, il contribue à réunir un petit peu les conditions pour que les personnes qui l'accompagnent soient protégées, considérées dans leurs droits et puissent les faire valoir, ces droits. On a pour habitude d'identifier 4 grands champs d'éducation spécialisée. Le champ du handicap, que j'ai déjà cité, avec enfants, adultes et maintenant personnes vieillissantes de plus en plus. Tout le champ de la protection de l'enfance, qu'on connaît, qui défraye un petit peu la chronique ces derniers temps. Le champ de l'insertion, avec des publics en situation de vulnérabilité sociale. Donc là, on s'adresse plutôt à un public de jeunes adultes ou adultes. Et de plus en plus tout le champ de la santé mentale. Nous avons de plus en plus d'éducateurs spécialisés qui interviennent dans le champ de la santé mentale, que ça soit auprès d'enfants ou d'adultes. Donc ça, ce sont les 4 grands champs. Alors contrairement aux EJE, ma collègue a dit, les éducatrices de jeunes enfants sont spécialisées. Curieusement, l'éducateur spécialisé ne l'est pas. Il est plus généraliste. Ces lieux d'exercice, alors ça peut être en hébergement, en milieu ouvert. Ils travaillent souvent pour le secteur associatif, mais aussi la fonction publique, que ce soit la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière, quand on parle dans le cadre de la santé mentale. Je balaye, c'est très rapide, il faudrait plusieurs heures pour aborder tout ça. D'ailleurs, ça fait l'objet de 3 années de formation, comme les formations d'AS et de JE, où c'est une formation qui est essentiellement sur le terrain. C'est 2100 heures de stage, une formation d'éducateur spécialisé, et 1450 heures de théorie. C'est-à-dire de temps en école. Ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi beaucoup d'enseignements qui sont directement en lien avec la pratique, mais c'est cette même répartition. De la même manière que chez les éducateurs de jeunes enfants, vu que nous avons beaucoup d'enseignements en commun, ces périodes de stage sont divisées en 4 périodes, 2 en première année, un stage long en deuxième année, qui fait 26 ou 28 semaines, et 15 semaines de stage en troisième année. Voilà. Donc la formation ensuite se fait en formation initiale, ou parfois ça peut être en apprentissage ou dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps. Je vais peut-être m'arrêter là. Il y aura peut-être. Je passe la parole à Madame Lamballe, je pense. Je ne suis pas certaine. Voilà. Bonjour à toutes et tous, je suis Peggy Lamballe, je suis responsable du service des admissions pour les 2 sites donc, de l'IRTS Île-de-France, Montrouge et Neuilly-sur-Marne, et donc prochainement également pour le site de Meaux qui devrait s'ouvrir dans les prochains mois. Les informations que je vais vous donner par rapport à la sélection des candidats ne concernent que l'IRTS Île-de-France. Si jamais vous avez des élèves qui souhaitent candidater dans plusieurs établissements pour une formation en travail social, je les invite fortement à se renseigner auprès de chaque établissement, puisque les modalités de sélection peuvent être un petit peu différentes à la marge selon les établissements. Je vais essentiellement aborder la façon dont les candidats sont sélectionnés pour les formations assistantes de service social, éducateurs de jeunes enfants et éducateurs spécialisés, puisque donc c'est en lien avec la plateforme Parcoursup. Pour ces formations, les 3 formations sont dispensées en formation initiale, donc sur les 2 sites de l'IRTS, à Montrouge et à Neuilly-sur-Marne. Et la formation éducateur spécialisé et éducateur de jeunes enfants est également dispensée en apprentissage sur le site de Neuilly-sur-Marne uniquement. Donc ça, c'est quand même un point important à vous communiquer. Concernant Parcoursup, c'est le calendrier national qui s'applique, avec 4 dates importantes. Donc le 15 janvier, demain, l'ouverture de la formulation des vœux. Ensuite, donc les élèves ont jusqu'au 13 mars pour alimenter leur dossier et formuler leurs vœux, ajouter ou supprimer un certain nombre de vœux pour leur orientation future. Et entre le 13 mars et le 2 avril, ils ne pourront uniquement donc finaliser les vœux qu'ils auront préalablement renseignés sur leur dossier d'inscription. La date des réponses donc est fixée au 2 juin 2025 cette année. L'ensemble des réponses seront communiquées aux candidats le 2 juin 2025. Concernant les formations assistantes de service social, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, les frais de sélection sont gratuits depuis 2 ans maintenant. Voilà, donc ça c'était une information aussi importante. Cette gratuité, elle a des effets positifs puisqu'elle permet à des candidats qui peut-être auparavant ne pouvaient pas s'acquitter des frais de sélection qui étaient de 90 € pour rentrer en formation sur une formation en travail social. Mais ça aussi c'est un effet un petit peu négatif puisque on a constaté l'an dernier un certain nombre de candidats qui par défaut ont cliqué sur une formation au travail social parce que effectivement les frais de sélection sont gratuits. Si j'ai un petit conseil peut-être à donner aux élèves par votre intermédiaire, c'est de ne pas sélectionner une formation simplement parce qu'elle serait gratuite. Les formations en travail social, mes collègues en ont très bien parlé. On ne vient pas sur ces métiers-là par hasard. C'est des métiers de la relation d'aide et il faut quand même avoir une certaine appétence pour pouvoir travailler auprès de personnes vulnérables et fragiles. Voilà, donc je sais que le souci des professeurs principaux, c'est de pouvoir conseiller les élèves et de mettre un maximum de vœux pour qu'ils aient un maximum de chances de pouvoir avoir une formation à la rentrée.
mais il faut aussi avoir bien conscience que il faut que ces formations correspondent à un vrai choix de parcours et d'orientation, parce que ce qu'on constate de toute façon, c'est que quand bien même un étudiant aurait eu une proposition d'admission pour une de nos formations, s'il n'est pas fait pour le travail social, de toute façon, il arrêtera au bout de quelques jours et au risque de perdre une année. Voilà. Les éléments qui sont pris en compte dans le cadre des candidatures donc à l'IRTS Île-de-France sont les notes de première et de terminale des élèves, donc les notes qui sont remontées de façon automatisée par les lycées. Nous sommes attentifs aussi aux appréciations des professeurs qui sont portées sur les bulletins de première et de terminale. Je tiens à préciser que toutes les candidatures, je dis bien toutes les candidatures, sont lues par des jurys. Il n'y a pas d'algorithme qui travaille tout seul, en tout cas pour nos formations. Donc, les appréciations des professeurs sont lues et sont prises en compte au même titre que le dossier de candidature qui est complété par le candidat. Donc, ce que vous mettez, chers professeurs principaux, a une importance capitale pour nous, parce que on va aussi aller regarder l'attitude du candidat, des élèves qui sont en première et terminale. Il n'est pas question pour nous d'admettre en formation des élèves qui ont un comportement inadapté en classe déjà, et qui n'ont pas au moins le souci du respect d'un professeur. Voilà. Ensuite, il y a également la fiche à venir qui va rentrer en compte dans la candidature, et le dossier complété par le candidat tant sur le fond que sur la forme. Alors, il y a deux rubriques principales que chaque élève doit compléter. C'est le projet de formation, ce qui correspond en quelque sorte à une lettre de motivation qui est rédigée par le candidat, et c'est des rubriques d'activités et centres d'intérêt. Concernant le projet de formation, si je peux donner un conseil, c'est de limiter l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'utilisation de cet outil révolutionnaire édulcore en quelque sorte les candidatures et ne permettent pas au jury de savoir exactement de connaître exactement le profil des candidats qui s'inscrivent chez nous. Donc ça met un petit peu en difficulté. On risque de passer à côté de bonnes candidatures parce que le candidat n'aura pas pris le soin de bien rédiger et de rédiger personnellement sa lettre. Donc on préfère avoir des lettres un petit peu plus maladroites, avec le moins de fautes d'orthographe possible, mais qu'elles soient rédigées de façon authentique et personnelle. Voilà. Donc vraiment limiter l'utilisation de l'intelligence artificielle. Elle est détectable tout de suite. Les jurys ont un œil aguerri. On a malheureusement souvent les mêmes lettres qui reviennent avec les mêmes mots-clés, les mêmes phrases types, et ça dessert vraiment les élèves. Voilà, si je peux donner ce conseil à relayer auprès des élèves, c'est celui-là. Après, les jurys vont examiner l'ensemble du dossier, sa cohérence, sa personnalisation, son caractère authentique. On va essayer aussi à travers la candidature de détecter des éléments qui vont caractériser le savoir-être du candidat, sa motivation à entrer en formation, son appétence pour exercer un métier dans le travail social. S'il n'a pas beaucoup d'expérience, c'est aussi de savoir s'il a eu la curiosité d'aller se renseigner, sur quoi s'appuie sa motivation. Est-ce que sa motivation, c'est simplement un parent qui est déjà dans le secteur et qui du coup influence en quelque sorte son enfant à faire le même métier que lui, ou c'est effectivement un réel souci d'autrui et l'envie de pouvoir travailler auprès de personnes fragiles et de les accompagner. Voilà. Le projet de formation,
il est important pour nous aussi de s'assurer que le candidat s'est bien renseigné, que sur la formation initiale, comme l'évoquaient mes collègues, il y a la double diplomation, il y a la préparation d'un diplôme d'État et d'une licence sciences de l'éducation, parcours travail social. Petite parenthèse, la double diplomation ne s'applique pas pour la formation en apprentissage. Pour les élèves qui choisissent le parcours d'un diplôme d'État en apprentissage, donc ne préparent pas les deux diplômes. Ils ne préparent que le diplôme d'État qu'ils auront choisi. Et puis bien évidemment, ce qu'on aimerait aussi, c'est savoir si les élèves, comment ils occupent leur temps libre, est-ce qu'ils ont fait des stages, dans quel secteur, qu'est-ce que ça leur a apporté. Ça, malheureusement, les élèves ne vont pas suffisamment loin lorsqu'ils rédigent leur candidature. Ils énumèrent souvent les stages qu'ils ont faits, les différentes structures, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir ce qu'ils ont pu apporter et ce que ça leur a, eux, apporté, et le cheminement qui s'est opéré depuis qu'ils ont fait leur stage et le moment où ils posent leur candidature. Est-ce qu'ils font du bénévolat? Est-ce qu'ils ont des expériences professionnelles? Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui sont évaluées. Les compétences d'expression écrite et orale, voilà. Il y a un certain nombre de dossiers à rédiger pour toutes ces formations. Donc, il faut quand même que les étudiants aient un certain niveau, d'écriture, enfin de rédaction pour pouvoir ne pas être trop en difficulté. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je regarde mes notes. Je pense que vous le faites déjà, mais peut-être inviter aussi les élèves à aller aux portes ouvertes. Sur les salons, on est présent sur un certain nombre de salons. Les portes ouvertes, donc nous avons les portes ouvertes le 25 janvier sur le site de Montrouge et de Neuilly-sur-Marne. Il y a le service des admissions qui est présent, il y a le service financement également qui est présent, il y a toutes les équipes pédagogiques de toutes les formations qui sont présentes sur les deux sites. Donc c'est aussi l'occasion pour les étudiants, les élèves, de poser toutes leurs questions. Voilà, des questions aussi peut-être un petit peu plus personnelles ou spécifiques. Voilà. De bien consulter également le site internet de l'école. Il est très, très détaillé, très étayé, donc ne pas hésiter aussi à prendre le temps de consulter le site internet. Voilà, je crois que mes collègues du service communication vont mettre à l'écran les coordonnées du service admission. N'hésitez pas à nous contacter, vraiment, on est là pour répondre à toutes vos questions. Peut-être une précision par rapport à la façon dont les candidatures les admissions sont prononcées. Donc toutes les candidatures sont évaluées, elles sont lues, donc à partir de tous les éléments que j'ai décrits tout à l'heure. Il y a ensuite une commission d'admission qui se tient pour établir une liste, un classement des étudiants. Un classement des étudiants, des élèves admis et non admis. Et c'est ce classement qui est communiqué à la plateforme Parcoursup environ 15 jours avant la date de divulgation des résultats, pour qu'ensuite le 2 juin, tous les candidats puissent avoir leur réponse. Voilà, donc s'il y a un petit message à faire passer auprès des élèves, c'est que vraiment Parcoursup ne travaille pas tout seul. Derrière, il y a des jurys, il y a des équipes, il y a des humains, des vraies personnes qui travaillent, qui œuvrent pour l'examen de leur candidature. Et il ne faut vraiment, vraiment pas négliger l'élaboration des candidatures, parce que ça peut leur être préjudiciable. C'est fastidieux, c'est long, de personnaliser chaque candidature, c'est long, mais tout ce travail-là, je pense, paye pour eux, pour pouvoir après avoir un maximum de propositions d'admission. Voilà, lorsque il s'agira d'avoir les résultats. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je reste à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles. Merci.
Il n'y a pas de questions. Catherine, je te laisse conclure du coup. Oui, bien sûr. Bon, nous restons évidemment à votre disposition. Je voudrais réinsister sur des propos tenus par mes collègues, quelles qu'elles soient, puisque nous ne sommes que des femmes autour de ce webinaire. Il y a un élément très important qui est effectivement l'alternance. Je pense que pour certains élèves que vous avez, certains n'ont pas forcément l'envie de se retrouver dans un système qui s'apparenterait à un système universitaire. C'est pas le cas. Je vous ai parlé de l'université en introduction. Cependant, il faut savoir que les cours se déroulent sur les sites de Montrouge et Neuilly, il n'est pas besoin de se rendre sur le site de l'université. En revanche, il faut s'inscrire à l'université. C'est un coût qu'il faut envisager, qui est aux alentours de 173 €. Ça peut évaluer d'1 € ou 2 chaque année. Il faut aussi pouvoir vraiment bien dire à vos élèves que cette formation se déroule en alternance. Mes collègues ont parlé sciemment et des stages. Il y a effectivement, je crois que l'une de mes collègues l'a d'ailleurs dit, il y a plus d'heures de stage que de formation dans l'institut, sur le site, sur les sites. Par conséquent, un étudiant, lorsqu'il devient étudiant, vos anciens élèves, lorsqu'ils rentrent chez nous, d'emblée, dès la première année de stage, ça veut dire qu'on va à la rencontre des publics, à la rencontre des professionnels de terrain, et effectivement, le premier stage vient confirmer ou pas le choix de métier. Les unes et les autres ont pu vous dire les spécificités de ces métiers, car il y en a. Mais il y a un point commun. Une de mes collègues l'a soulevé, c'est effectivement la notion de respect et la notion de savoir où on va. Effectivement, dans le travail social, a priori, il y a des postes, il n'y a pas de chômage, mais je ne suis pas certaine que ce point-là doit être le seul vecteur d'un choix. Le travail social nécessite une implication. Ça a été dit, c'est quelque chose effectivement au moment des admissions que l'on essaye comment dirais-je, de repérer, la motivation à faire ces métiers de l'accompagnement, de la relation. Nos futurs étudiants qui sont vos élèves actuels vont être confrontés à des situations parfois complexes où le bon sens fait loi et où même s'ils doivent s'appuyer sur des enseignements dits académiques comme le droit, disaient mes collègues, mais pas que, de la sociologie, des choses comme ça, le travail en équipe, l'écoute de l'autre, qu'il soit professionnel ou qu'il soit personne accompagnée, qu'elle soit personne accompagnée, restent des qualités, des éléments de personnalité qui me paraissent importants. Donc l'alternance, c'est je ne suis pas en cours tout le temps, je partage mon temps entre, oui, effectivement, des cours comme j'ai eu l'habitude d'en avoir, même si les disciplines ne sont pas les mêmes, mais aussi et surtout, je me rends compte tout de suite de ce qu'est la pratique. Le futur étudiant a 3 ans, c'est pas pour rien si la formation dure 3 ans, c'est pas anodin. Il faut du temps pour se professionnaliser, pour comprendre le rôle, la fonction qu'on a en étant, que ce soit à mon avis assistante de service social, éducateur ou éducatrice spécialisée ou encore éducateur, éducatrice de jeunes enfants. Voilà, 3 ans pour comprendre, 3 ans pour apprendre, 3 ans pour amorcer une professionnalisation. On est là pour accompagner ces jeunes, ces futurs professionnels. Et puis obtenir alors certes une double diplomation chez nous, le diplôme de licence et le diplôme d'état d'éducateur spécialisé, qui leur permettra d'être professionnels, qui leur permettra de continuer à apprendre,
parce que c'est vraiment aussi et surtout sur le terrain qu'on voit concrètement ce que c'est qu'un métier. Même si, bien évidemment, les collègues formateurs, les collègues responsables de formation que vous avez entendus reprennent ces notions fort importantes dans tous les cours qu'elles dispensent. Voilà, ça me paraissait important d'ajouter ça, de rebondir sur les propos de mes collègues. Si cette conclusion vous convient, peut-être avez-vous des questions à poser sur cette conclusion. N'hésitez pas, je suis là pour répondre. Peut-être que aussi des questions vous reviennent sur les propos tenus par Madame la responsable des admissions, Mesdames les responsables de formation. Voilà, sachez en tout cas effectivement que les dossiers seront examinés avec attention sur ces valeurs dont on vous a parlé, je ne vais pas revenir dessus, hein, et puis sur des valeurs qui sont quand même communes à tous les métiers en travail social. Voilà, n'hésitez pas, je reste à votre disposition, si question il y a. Sommes-nous suffisamment clairs? N'hésitez pas, hein, parce que on peut parfois dire des choses qui nous paraissent à nous très évidentes parce que nous avons l'habitude du travail social et de la formation au travail social, mais il n'y a aucune question qui vous paraîtrait stupide, il n'y en a pas du tout. Donc vraiment, n'hésitez pas, profitez. Bien. Écoutez, je vous remercie infiniment de votre attention. Merci à mes collègues d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir été bien plus précise sur les filières qu'elles gèrent que je n'aurais pu l'être. Merci à la responsable des admissions qui également est plus précise concernant les admissions que je n'aurais pu l'être. Et merci à vous d'avoir participé. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci pour votre écoute. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.